la désobéissance civile est un mot d'ordre qui a été lancé par le président Gbagbo, mot d'ordre auquel je souscris entièrement. M. Ouattara est isolé, son parti s'est rabougri. Guillaume Soro vient de briser le silence et ce qu'il révèle fait trembler le pouvoir ivoirien jusqu'aux fondations. L'ancien Premier ministre balance tout sans filtre sur les coulisses du régime et les vérités cachées qui dérangent. Si vous voulez connaître ce qui se passe vraiment en Côte d'Ivoire, laissez un like maintenant et abonnez-vous parce que cette histoire va vous stupéfier du début jusqu'à la fin. La scène politique ivoirienne vient de connaître un séisme dont les répliques continuent d'ébranler les fondations même du pouvoir en place. Guillaume Soro, figure incontournable de l'opposition, a brisé le silence dans une intervention qui restera gravée dans les mémoires. Ces mots, lourds de sens et chargés d'accusations précises, ont eu l'effet d'une bombe dans le paysage politique ivoirien. L'ancien président de l'Assemblée nationale n'a pas mâché ces mots, dévoilant ce qu'il considère comme les véritables intentions d'un pouvoir qu'il accuse de dérive autoritaire. Cette prise de parole marque un tournant décisif dans une crise qui oppose désormais ouvertement l'opposition unie à un régime. Le ton employé, la fermeté des propos et la précision des accusations lancées témoignent d'une détermination sans faille. Guillaume Soro ne recule plus, ne négocie plus et surtout, ne craint plus les conséquences de sa parole libérée. C'est un homme nouveau qui s'exprime, un homme qui a choisi le camp de la vérité coûte que coûte. L'ancien rebelle devenu homme d'État assume pleinement son passé et le revendique même avec une fierté assumée. Loin de fuir cette étiquette que certains utilisent pour le discréditer, il en fait au contraire un étendard de résistance contre l'injustice. Il rappelle avec force que la rébellion n'est pas synonyme de banditisme, mais constitue une réponse légitime face à l'oppression et à l'agression première. Cette définition puisée dans les racines latines du mot révèle un homme cultivé, conscient de l'histoire et capable de situer son action dans une continuité de lutte pour la liberté. En évoquant les figures de Sankara et d'Amilcar Cabral, il inscrit sa démarche dans une lignée de combattants pour la dignité africaine. Cette référence n'est pas anodine et démontre une volonté de se positionner comme héritier d'une tradition panafricaniste de résistance. Le message est clair pour ceux qui voudraient le réduire à un simple opportuniste politique sans idéologie ni vision. Guillaume Soro se présente comme un homme de principe, guidé par des idéaux qui transcendent les intérêts personnels et les calculs politiciens à court terme. La désobéissance civile lancée initialement par Laurent Gbagbo trouve en Guillaume Soro un soutien total et inconditionnel. Mais au-delà du simple soutien, l'ancien Premier ministre propose une stratégie coordonnée qui dépasse les actions spontanées et désordonnées. Il appelle à une unité d'action de toute l'opposition ivoirienne, conscient que la dispersion des forces ne peut que profiter au pouvoir en place. Cette vision stratégique témoigne d'une maturité politique et d'une compréhension fine des rapports de force qui se jouent dans le pays. L'opposition ivoirienne, longtemps divisée par des rivalités personnelles et des ambitions contradictoires, semble enfin trouver dans cette crise un catalyseur capable de la souder. Guillaume Soro se présente comme l'architecte de cette union nécessaire, celui qui peut rassembler des personnalités aussi diverses que Gbagbo, Bédié, Afine-Guessan et tant d'autres. Son analyse mathématique de la situation électorale est implacable et démontre que l'opposition dispose d'une majorité écrasante face à un pouvoir isolé. Les chiffres qu'il avance ne sont pas contestables et révèlent de l'ampleur de l'isolement du président en exercice dans son propre pays. L'accusation la plus grave lancée par Guillaume Soro concerne la nature même du régime actuel qu'il qualifie sans détour de dictature. Cette affirmation audacieuse marque une rupture totale avec toute forme de diplomatie ou de langue. En employant ce terme chargé de connotations historiques lourdes, il franchit un point de non-retour dans sa critique du pouvoir. Il n'hésite pas à établir des parallèles avec d'autres dictatures africaines tombées sous la pression populaire, évoquant les cas du Mali, de la Gambie et du Zimbabwe. Ces références ne sont pas lancées au hasard, mais constituent autant d'avertissements adressés à celui qu'il considère comme un dirigeant déconnecté des réalités. La transformation décrite du président actuel, de l'opposant élégant et courtois au chef d'État arrogant et méprisant, constitue un réquisitoire sévère contre les effets corrupteurs du pouvoir absolu. Devenu méconnaissable et dangereux pour la démocratie,
Cette analyse psychologique du parcours présidentiel vise à démontrer que le combat mené n'est pas personnel, mais s'inscrit dans une défense des institutions et des valeurs démocratiques. La question des prisonniers politiques occupe une place centrale dans le discours de Guillaume Soro, qui n'hésite pas à évoquer des chiffres précis et des situations concrètes. Plus de 50 de ses partisans croupissent encore en prison, certains depuis près d'un an, dans des conditions qu'il dénonce comme totalement inacceptables. La libération partielle d'une dizaine d'entre eux, loin de l'apaiser, suscite au contraire un sentiment mitigé qu'il qualifie de mi-figue mi-raisin. Cette libération conditionnée, assortie d'assignation à résidence et d'interdiction d'activités politiques, ne constitue pas à ses yeux une véritable liberté, mais simplement un transfert d'une prison vers une autre. L'évocation particulièrement poignante de femmes emprisonnées qui ne pourront pas accompagner leurs enfants à la rentrée scolaire vise à toucher la sensibilité de l'opinion publique. Cette dimension humaine de la répression, incarnée par des destins individuels brisés, complète l'analyse politique en lui donnant chair et émotion. Guillaume Soro refuse catégoriquement l'idée de négocier ou de faire des compromis sur la liberté de ses citoyens qu'il considère comme injustement détenus. Sa référence à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples souligne le caractère illégal de ces détentions selon les normes internationales. L'intégration progressive de Guillaume Soro dans la famille de l'opposition ivoirienne constitue l'un des développements les plus remarquables de la situation politique actuelle. Lui qui fut longtemps considéré comme un pilier du régime en place, ayant occupé les fonctions de Premier ministre pendant 5 ans et de président de l'Assemblée nationale pendant 7 ans, opère aujourd'hui un virage spectaculaire. Cette transformation ne s'est pas faite sans questionnement ni controverse, comme en témoignent les propos de Simone Gbagbo, appelant à la compréhension et au pardon. L'ancien rebelle reconnaît ouvertement s'être trompé sur la personnalité du président actuel et présente ses excuses pour les souffrances endurées par ceux qui ont fait les frais de sa gouvernance passée. Cette démarche de contrition publique, rare en politique africaine, démontre une capacité d'introspection et d'humilité qui force le respect même chez ses détracteurs. Guillaume Soro n'hésite pas à évoquer les images humiliantes de l'arrestation de Laurent Gbagbo, reconnaissant qu'elle constitue une tache dans l'histoire ivoirienne. Son regret exprimé, sa demande de pardon directement formulée au président Gbagbo et à Simone Gbagbo, marquent une volonté de tourner la page du passé pour construire un avenir commun. La réconciliation recherchée par Guillaume Soro ne se limite pas à des déclarations de principe, mais s'accompagne d'une analyse lucide des responsabilités partagées dans la crise ivoirienne. Il affirme avec force que tous les acteurs politiques portent une part de responsabilité dans la guerre qui a déchiré le pays et qu'il est temps que chacun demande pardon au peuple ivoirien. Cette vision équilibrée qui refuse de faire porter tout le poids de la culpabilité sur un seul camp témoigne d'une maturité politique rare. En évoquant la mort de son beau-père, tué pour son engagement à ses côtés, il rappelle que les victimes se trouvent de tous les côtés et qu'aucun camp ne peut prétendre à l'innocence absolue. Cette reconnaissance mutuelle des souffrances endurées constitue selon lui la seule voie possible vers une véritable réconciliation nationale. Son appel à l'humilité adressé à l'ensemble de la classe politique ivoirienne résonne comme une invitation à dépasser les rancœurs personnelles pour se concentrer sur l'intérêt supérieur de la nation. Guillaume Soro se présente comme disponible pour rencontrer Laurent Gbagbo quand celui-ci le jugera opportun, démontrant ainsi que sa démarche de réconciliation n'est pas que cosmétique, mais repose sur une volonté réelle de dialogue. La stratégie de mobilisation développée par Guillaume Soro s'appuie sur une lecture fine. Il rappelle avec fierté que le peuple ivoirien a toujours été précurseur dans les luttes pour l'émancipation démocratique sur le continent. L'évocation du mouvement de contestation qui a contraint Félix Houphouët-Boigny à accepter le multipartisme constitue une référence historique porteuse d'espoir et de légitimité. Cette victoire populaire face à un président considéré comme un demi-dieu en Afrique démontre selon lui que la détermination d'un peuple finit toujours par l'emporter sur la répression la plus dure. Le parallèle établi avec les événements récents au Mali, où la mobilisation populaire a réussi à faire tomber un régime considéré comme solidement installé, vise à inspirer et à galvaniser les troupes de l'opposition. Guillaume Soro inscrit le combat actuel dans cette tradition de résistance populaire qui a marqué l'histoire africaine récente. Sa conviction que le peuple ivoirien va stopper les troisièmes mandats en Afrique et mettre fin aux présidences à vie
constitue un message d'espoir qui dépasse les frontières nationales. Cette dimension panafricaniste de son combat lui permet de se positionner non pas comme un simple opposant local, mais comme le porte-parole d'une aspiration continentale à la démocratie véritable. La dimension internationale du combat mené par Guillaume Soro transparaît dans ses références constantes au rôle joué par la communauté internationale dans l'histoire politique ivoirienne récente. Sans tomber dans la dénonciation systématique de l'ingérence étrangère, il rappelle avec une certaine ironie que le président actuel a largement bénéficié du soutien occidental pour accéder au pouvoir. Cette évocation du passé vise à souligner la contradiction d'un homme qui aujourd'hui parle de souveraineté nationale, alors qu'hier, il appelait les forces étrangères à intervenir militairement dans son pays. Les références précises aux institutions internationales, comme le Conseil de sécurité des Nations Unies ou l'Union africaine, démontrent une connaissance intime des mécanismes du pouvoir international. Guillaume Soro n'hésite pas à rappeler qu'il était lui-même aux premières loges de ces tractations diplomatiques en tant que premier ministre. Cette expérience du pouvoir lui confère aujourd'hui une crédibilité particulière quand il dénonce les incohérences et les revirements du régime actuel. Sa critique porte également sur la décision du pouvoir d'ignorer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, soulignant ainsi l'hypocrisie d'un discours souverainiste sélectif. L'ancien Premier ministre se présente comme celui qui maîtrise les codes et les réseaux internationaux tout en défendant une authentique souveraineté populaire enracinée dans la volonté du peuple ivoirien. La vision portée par Guillaume Soro pour l'avenir de la Côte d'Ivoire dépasse largement la simple opposition à un troisième mandat jugé anticonstitutionnel. Guillaume Soro refuse de réduire le combat politique à une simple lutte pour le pouvoir entre individus, mais l'élève au rang de défense des principes fondamentaux qui fondent toute démocratie véritable. Son appel solennel au président en exercice à retirer sa candidature et à permettre des élections démocratiques, transparentes et inclusives résonne comme une dernière chance offerte avant l'escalade inévitable. Cette posture à la fois ferme sur les principes et ouverte au dialogue témoigne d'un sens des responsabilités et d'une conscience aiguë des enjeux qui dépassent les ambitions personnelles pour toucher au destin collectif de toute une nation. Il appelle à une refondation démocratique profonde du pays, basée sur le respect de la Constitution et l'inclusion de tous les citoyens dans le processus électoral. Cette insistance sur le caractère inclusif des élections futures constitue un message fort adressé à tous ceux qui ont été exclus ou marginalisés du jeu politique. Son refus catégorique de toute forme de compromission sur les principes démocratiques le positionne comme un homme intransigeant sur les valeurs, mais ouvert au dialogue sur les modalités. La référence constante à la Constitution comme colonne vertébrale de la nation souligne l'importance qu'il accorde au respect des institutions et de l'état de droit. L'histoire récente de Guillaume Soro ressemble à un roman dont les rebondissements défient souvent l'imagination la plus fertile. Son parcours d'exilé involontaire débute dans des circonstances rocambolesques qui en disent long sur le climat de répression qui règne dans son pays. Cet homme qui avait choisi de rentrer malgré les menaces, prêt à assumer son arrestation à l'aéroport d'Abidjan, s'est vu refuser jusqu'au droit de fouler le sol de sa patrie. Le récit qu'il fait de cette tentative de retour avorté révèle l'ampleur des pressions exercées sur tous les acteurs régionaux pour l'empêcher de regagner son pays. Les émissaires envoyés pour le dissuader d'atterrir, tout cela dessine le portrait d'un régime prêt à tout pour neutraliser celui qu'il perçoit comme sa principale menace. Guillaume Soro a refusé ce chantage avec une détermination qui force l'admiration même chez ceux qui ne partagent pas ses vues politiques. Son choix d'embarquer malgré tout dans cet avion, sachant pertinemment les risques encourus, témoigne d'un courage politique devenu rare dans le paysage africain contemporain. La scène surréaliste de cet avion, contraint d'atterrir en urgence au Ghana, puis refusant même à son illustre passager de descendre sur le tarmac, restera dans les annales de l'histoire politique ivoirienne. Cette humiliation subie non seulement de la part de son propre pays, mais aussi d'un État voisin pourtant réputé pour son attachement aux valeurs démocratiques, révèle l'étendue du réseau d'influence déployé contre lui. Guillaume Soro évoque avec une pointe d'amertume cette intervention du président ghanéen interdisant aux autorités aéroportuaires de le laisser descendre de l'appareil. Cette solidarité entre dirigeants africains pour se protéger mutuellement contre toute forme de contestation
illustre une réalité trop souvent occultée du jeu politique continental. Le fait qu'un homme qui a occupé les plus hautes fonctions de l'État ivoirien, qui a servi son pays pendant des années, se voit refuser jusqu'au droit de poser le pied sur la terre de ses ancêtres constitue une injustice criante. Cette errance forcée, qui le mène finalement jusqu'en Europe, dit quelque chose de profond sur l'état de la démocratie dans son pays et sur la nature du régime en place. Guillaume Soro refuse pourtant de se laisser abattre par ces obstacles et maintient sa détermination à rentrer coûte que coûte, sans compromis ni compromission sur ses principes. La vie d'exilé à Paris que mène Guillaume Soro depuis lors ne correspond en rien à l'image du proscrit misérable que certains voudraient véhiculer. Sa réaction cinglante aux déclarations présidentielles, sur sa prétendue incapacité à assumer son quotidien en France, révèle un homme blessé dans sa dignité, mais bien décidé à ne pas se laisser humilier. L'évocation de ses réceptions au Bristol, palace parisien symbole de luxe et de raffinement, constitue une réponse symbolique forte à ceux qui espéraient le voir réduit à la misère. Cette ostentation assumée dans le choix des lieux où il tient ses conférences de presse et ses réunions politiques ne relève pas de la simple vanité, mais d'une stratégie de communication réfléchie. En affichant ainsi son aisance matérielle et sa capacité à maintenir un train de vie confortable malgré l'exil, Guillaume Soro démontre qu'il dispose des ressources. Cette dimension économique de la résistance politique, souvent négligée dans les analyses, s'avère pourtant cruciale pour la crédibilité et la durabilité d'un mouvement d'opposition. L'ancien Premier ministre rappelle avec une ironie mordante que celui qui le moque aujourd'hui a lui-même passé près de 20 ans d'exil en France, résidant dans les beaux quartiers de la capitale sans que personne ne s'interroge sur ses sources de revenus. La question des moyens financiers permettant à Guillaume Soro de maintenir son niveau de vie à Paris suscite naturellement interrogations et spéculations. Son refus de détailler précisément ses sources de revenus, tout en affirmant les tirer des mêmes endroits que son adversaire, de militants dévoués, et d'une capacité de mobilisation qui dépasse le simple réseau clientéliste. La stratégie de communication développée depuis son exil parisien par Guillaume Soro révèle une maîtrise consommée des codes médiatiques contemporains. Sa présence active sur les réseaux sociaux, ses interviews accordées aux médias panafricains, ses déclarations soigneusement calibrées pour créer le buzz tout en maintenant un discours politique cohérent témoignent d'une approche professionnelle de la communication politique. L'épisode du tweet évoquant ses réceptions au Bristol en réponse aux déclarations présidentielles illustre parfaitement cette capacité à transformer une attaque en opportunité de communication. Cette discrétion calculée participe d'une stratégie visant à ne pas offrir de prise à ses détracteurs, tout en suggérant qu'il dispose d'appuis solides et de réseaux étendus. La référence à ses années passées aux plus hautes fonctions de l'État ivoirien, comme Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, laisse entendre qu'il a su constituer durant cette période un patrimoine suffisant pour assurer son indépendance financière. Cette autonomie économique constitue un atout majeur dans un combat politique où la question du financement représente souvent le talon d'Achille des mouvements d'opposition. Guillaume Soro se présente ainsi comme un opposant insaisissable, échappant aux pressions adversaires. Sa capacité à mobiliser des foules importantes lors de ses meetings parisiens démontre également qu'il bénéficie d'un soutien financier de sa diaspora et de sympathisants prêts à contribuer matériellement à son combat. L'isolement géographique imposé par l'exil n'empêche nullement Guillaume Soro de maintenir une présence politique forte dans son pays et au-delà. Son mouvement Générations et Peuples Solidaires continue de s'organiser et de mobiliser sur le terrain ivoirien malgré la répression qui s'abat sur ses militants. Les chiffres qu'il avance concernant les membres de son parti en prison témoignent de l'intensité de cette répression, mais aussi de la vitalité persistante. Cette agilité dans le maniement des armes de la communication moderne constitue un atout majeur face à un pouvoir souvent perçu comme déconnecté des réalités de la jeunesse africaine connectée. Guillaume Soro cultive l'image d'un homme moderne, à l'aise avec les technologies et les codes de communication de son époque, ce qui contraste avec l'image plus traditionnelle et figée de ses adversaires politiques. Cette bataille pour le contrôle du narratif médiatique s'avère souvent aussi décisive que les mobilisations de rue dans les combats politiques contemporains. L'ancien rebelle devenu communicant politique chevronné démontre ainsi qu'il a su évoluer et s'adapter aux exigences nouvelles du combat politique à l'ère numérique.
Le réseau de soutien internationaux dont bénéficie Guillaume Soro depuis son exil constitue un élément crucial de sa capacité de résistance et de son influence politique maintenue. Sans jamais détailler précisément la nature et l'identité de ses soutiens, il laisse entendre qu'il dispose de contacts et d'appuis dans les milieux diplomatiques, politiques et économiques internationaux. Cette ambiguïté savamment entretenue participe d'une stratégie visant à maintenir une forme de mystère autour de sa personne tout en suggérant des connexions puissantes. Les chancelleries occidentales et africaines qui l'ont reçu durant son exil témoignent d'une reconnaissance de son poids politique réel, au-delà des tentatives de diabolisation. Guillaume Soro rappelle d'ailleurs qu'il a lui-même occupé pendant des années une position qui lui a permis de nouer des relations solides avec de nombreux acteurs de la scène internationale. Cette expérience du pouvoir et ses réseaux constitués durant ces années aux responsabilités lui confèrent aujourd'hui une crédibilité et une capacité d'action qui dépassent largement celle d'un opposant ordinaire. Sa connaissance intime des mécanismes du pouvoir, des jeux d'influence internationaux et des stratégies diplomatiques fait de lui un adversaire redoutable pour tout régime qui chercherait à le marginaliser ou à l'ignorer. La dimension psychologique de l'exil, le réseau de soutien internationaux dont bénéficie Guillaume Soro depuis son exil, constitue un élément crucial de sa capacité de résistance et de son influence politique maintenue. Sans jamais détailler précisément la nature et l'identité de ses soutiens, il laisse entendre qu'il dispose de contacts et d'appuis dans les milieux diplomatiques, politiques et économiques internationaux. Cette ambiguïté savamment entretenue participe d'une stratégie visant à maintenir une forme de mystère autour de sa personne tout en suggérant des connexions puissantes. Les chancelleries occidentales et africaines qui l'ont reçu durant son exil témoignent d'une reconnaissance de son poids politique réel, au-delà des tentatives de diabolisation orchestrées par le pouvoir ivoirien. La radicalisation du discours de Guillaume Soro. Arraché de force à sa terre natale, empêché de participer directement à la vie politique de son pays, maintenu à distance de ses proches et de ses militants, il aurait pu sombrer dans l'amertume stérile ou le renoncement. Au contraire, cet éloignement forcé semble avoir renforcé sa détermination et aiguisé sa vision politique. La distance géographique lui offre paradoxalement une liberté de parole et d'action qu'il ne pourrait exercer sur le sol ivoirien où il serait immédiatement arrêté. Cette position d'opposant en exil, si elle comporte des inconvénients évidents, présente aussi des avantages stratégiques en termes de sécurité personnelle et de latitude d'expression. Guillaume Soro exploite en développant un discours de plus en plus offensif et radical, n'ayant plus à ménager les susceptibilités ou à craindre les conséquences immédiates de ses prises de position. Cette radicalisation assumée du discours vise à mobiliser les troupes, à galvaniser les militants restés au pays et à maintenir une pression politique constante sur le régime. L'exil devient ainsi non plus une contrainte subie passivement, mais un outil stratégique utilisé activement dans le cadre d'un combat politique de longue haleine. Les conditions matérielles de l'exil parisien, loin des représentations misérabilistes parfois véhiculées, correspondent davantage à celles d'un entrepreneur politique disposant des moyens de son ambition. Les suites d'hôtels de luxe, les équipes de communication et de conseil, tout cela nécessite des ressources financières considérables qui interrogent légitimement sur leur provenance. Guillaume Soro maintient sur ce point une discrétion qui peut être interprétée soit comme de la prudence stratégique, soit comme l'aveu indirect de soutien qu'il préfère ne pas révéler publiquement. Cette zone d'ombre sur le financement de ses activités politiques, en exil, alimente naturellement spéculations et théories diverses parmi les observateurs de la scène politique ivoirienne. Certains y voient la preuve d'appui étatique, étrangers intéressés à déstabiliser le régime actuel. D'autres évoquent des fortunes personnelles accumulées durant ces années au pouvoir. D'autres encore mentionnent le soutien financier d'une diaspora proche. La vérité combine probablement plusieurs de ces éléments dans des proportions que seul l'intéressé connaît précisément. Cette question du financement, aussi prosaïque soit-elle, s'avère pourtant cruciale pour évaluer la durabilité et la crédibilité d'un mouvement d'opposition qui prétend mener un combat de longue haleine contre un régime solidement installé. La stratégie du retour impossible transformée en arme politique constitue sans doute l'un des aspects les plus habiles du positionnement politique de Guillaume Soro depuis son exil. En affichant constamment sa volonté de rentrer tout en sachant pertinemment que le pouvoir en place ne le permettra pas,
il transforme chaque refus en victoire symbolique et en preuve supplémentaire du caractère dictatorial. Cette posture de martyr empêché de rentrer dans sa patrie lui confère une légitimité morale qui compense partiellement son absence physique du terrain. Chaque déclaration sur son souhait de rentrer, chaque évocation des obstacles mis sur sa route, chaque rappel des décisions de justice, ignorées par le pouvoir, contribue à construire le narratif d'un homme persécuté pour ses convictions politiques. Cette victimisation stratégique ne relève pas de la plainte stérile, mais d'une utilisation habile des ressorts émotionnels de la communication politique. Guillaume Soro parvient ainsi à maintenir une présence symbolique forte dans le débat politique ivoirien tout en restant physiquement à distance. La vérité combine probablement plusieurs de ces éléments dans des proportions que seul l'intéressé connaît précisément. Cette question du financement, aussi prosaïque soit-elle, s'avère pourtant cruciale pour évaluer la durabilité et la crédibilité d'un mouvement d'opposition qui prétend mener un combat de longue haleine contre un régime solidement installé. La stratégie du retour impossible transformée en arme politique constitue sans doute l'un des aspects les plus habiles du positionnement politique de Guillaume Soro depuis son exil. En affichant constamment sa volonté de rentrer tout en sachant pertinemment que le pouvoir en place ne le permettra pas, il transforme chaque refus en victoire symbolique. La constitution d'un front uni de l'opposition ivoirienne autour du refus du troisième mandat représente un événement politique majeur dont les implications dépassent largement les frontières de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro se présente comme l'un des artisans principaux de cette union, jugée improbable il y a encore peu de temps. Rassemblés sous une même bannière, des personnalités au parcours aussi différents et parfois antagonistes que Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Afine Guessan et lui-même relèvent presque de l'exploit politique. Cette convergence des oppositions historiques témoigne de la gravité de la situation et de la perception partagée d'une menace existentielle pour la démocratie ivoirienne. L'ancien Premier ministre insiste sur le fait que cette union ne se fait pas contre une personne, mais pour la défense de principes démocratiques fondamentaux et de l'intégrité de la Constitution. Ce cadrage du combat comme défense de valeurs, plutôt que comme lutte pour le pouvoir, vise à élever le débat et à mobiliser au-delà des clivages partisans traditionnels. La plateforme ainsi constituée prétend représenter plus de 60% de l'électorat ivoirien, selon les calculs présentés par Guillaume Soro, qui s'appuie sur les résultats des scrutins précédents pour démontrer la majorité écrasante dont dispose l'opposition face à un pouvoir minoritaire, mais retranché derrière l'appareil d'État. La stratégie de désobéissance civile adoptée par cette opposition unifiée s'inspire de mouvements de résistance non violente qui ont marqué l'histoire africaine et mondiale récente. Guillaume Soro évoque explicitement les précédents maliens et burkinabais pour démontrer qu'aucune dictature, aussi solidement installée soit-elle, ne peut résister indéfiniment à la détermination d'un peuple mobilisé. Cette référence au soulèvement populaire victorieux vise à insuffler espoir et confiance aux militants découragés par la répression et les obstacles apparemment insurmontables. L'appel à une organisation méthodique de la résistance, plutôt qu'à des manifestations spontanées, Guillaume Soro insiste sur la nécessité de canaliser l'énergie populaire et l'indignation légitime dans des actions coordonnées susceptibles de maximiser l'impact politique tout en minimisant les risques pour les manifestants. Cette vision d'une résistance organisée et disciplinée contraste avec les images de chaos et de violence que le pouvoir tente d'associer au mouvement de contestation. L'ancien rebelle reconverti en apôtre de la désobéissance civile pacifique opère ainsi une transformation remarquable de son image et de ses méthodes d'action politique, tout en conservant la même détermination révolutionnaire qui le caractérise. La répression sanglante des premières manifestations contre le troisième mandat a profondément marqué Guillaume Soro, qui n'hésite pas à évoquer un bilan humain lourd pour dénoncer la brutalité du régime. Les chiffres qu'il avance, plus de 30 morts en quelques jours de protestation, visent à choquer les consciences et à mobiliser l'opinion publique nationale et internationale. Cette comptabilité macabre des victimes de la répression constitue une arme politique redoutable contre un pouvoir qui prétend respecter les droits humains et les valeurs démocratiques. Guillaume Soro établit une comparaison accablante avec la situation malienne, où des mois de manifestations ont causé moins de victimes que quelques jours de protestation en Côte d'Ivoire. Cette mise en perspective vise à démontrer le caractère exceptionnellement violent de la répression orchestrée par le régime ivoirien. L'évocation des centaines d'arrestations et des nombreux blessés
complètent ce tableau d'une répression massive et systématique de toute forme de contestation. Ces martyrs de la cause démocratique deviennent dans le discours de l'opposant autant de témoignages vivants de la nature dictatoriale du régime et autant de raisons supplémentaires de poursuivre le combat jusqu'à la victoire finale. Merci pour tous vos commentaires qui enrichissent le débat. N'oubliez pas de laisser un like si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la réalité ivoirienne. Et voici la question qui reste en suspens. Jusqu'où ira Guillaume Soro dans ses révélations et quelles seront les prochaines bombes qu'il s'apprête à lâcher? Restez connectés car le meilleur reste à venir.